peu ambitieux, hors de portée, l'agence de notation américaine Fitch, qui étrille les objectifs de réduction du déficit public de la France. Bonjour Marc. Marc, bonjour. Journaliste à l'opinion, ça va? On vous entend pas très bien, le son est pas très bon. Ah, excusez-moi, je ne sais pas. Ça y est, ce c'est que je bon, peux là c'est faire. bien. Là c'est bien, là c'est bien. Bon, la semaine dernière, c'était l'agence de notation Moody's, elle aussi américaine, qui était peu optimiste. C'est un euphémisme sur notre capacité à revenir sous 3% de déficit public en 2027. Finalement, elles nous disent à peu près la même chose, ces deux agences, à quelques jours d'intervalle. C'est qu'en creux, le gouvernement va devoir faire beaucoup plus que les mesures budgétaires annoncées s'il veut atteindre ses objectifs de 3% de déficit en 2027. Et que les 10 milliards d'économies sur 2024 et 20 milliards sur 2025 ne seront pas suffisants. Oui, alors bon, il n'y a pas besoin des agences de notation pour savoir ça, hein. Il y a des notes internes de Bercy qui ont été sorties par le rapporteur général de la Commission des finances du Sénat qui explique que il y a notamment une note que personne n'a vue puisqu'il n'a pas le droit de les communiquer, mais qui explique que si on voulait revenir à 4,4% de déficit comme c'était l'objectif au départ du gouvernement cette année, il faudrait non pas faire 10 milliards d'économies, mais 30 milliards. Donc cet objectif est clairement hors de portée. Donc c'est pour ça que Bercy travaille là à la redéfinition de la trajectoire budgétaire de la France et s'apprête à promettre évidemment de ramener sous 3% en 2027, mais en commençant avec une marche qui s'annonce plus haute en 2024, qui va nécessiter des efforts plus importants les autres années, des efforts que la Cour des comptes chiffre à peu près à 50 milliards d'euros sur 3 ans. C'est le chiffre qu'on peut retenir, dont nous a dit le ministre délégué au budget, un chiffre qui paraît cohérent, 20 milliards d'euros au moins l'année prochaine. Donc c'est un peu les chiffres qu'il faut retenir, c'est 20 milliards d'euros l'année prochaine, de nouvelles économies cette année et 50 milliards entre 2025 et 2027. C'est quoi les pistes d'économie sur lesquelles planche le gouvernement? On a entendu beaucoup de choses, évidemment. On a entendu le Premier ministre sur la réforme de l'assurance chômage, qui ne plaît pas à la présidente de l'Assemblée nationale, la taxation des profits, des surprofits, des surdividendes, les rentes. On en est où aujourd'hui? Ça part un peu dans tous les sens, mais c'est normal, hein. Oui, enfin, alors il faut pas perdre de vue que l'année dernière, au mois de juin, Bruno Le Maire avait fait ce qu'on appelle les assises des finances publiques et il avait annoncé tout un tas d'économies à faire. Et dans ces pistes d'économies, il y en a plein qui avaient été repoussées dans le budget 2024, tout simplement parce que c'était trop sensible et que le gouvernement espérait avoir une prévision de croissance qui soit plus forte que ce qui est attendu maintenant. Et donc miser un peu sur cette croissance pour parvenir à ces objectifs budgétaires. Maintenant que la croissance ne sera pas de 1,4% cette année, mais plutôt autour de 1%, voire moins, probablement autour de 0,8, et ben il ressort ces économies des cartons. Et qu'est-ce qu'on nous avait dit? Donc par exemple le gouvernement voulait augmenter le nombre de jours de carence non pris en charge par la sécurité sociale en cas d'arrêt maladie. Donc ça c'est à nouveau sur la table. Ça fait l'année dernière le gouvernement disait qu'il y travaillait avec les employeurs, que ça avait été trop vite pour le budget 2024. Les employeurs ont peur que ça soit eux qui prennent à travers des contrats de prévoyance et des contrats qui prennent en charge le prix de le coût de ces jours de carence qui ne seraient plus pris en charge par la sécurité sociale. Ils en prennent déjà plusieurs et donc l'idée, ça serait d'en transférer d'autres aux employeurs et qui seraient obligés de les prendre en charge. Donc le patronat, lui, il dit bah non, il faudrait que ça soit un jour de carence qui ne soit pris en charge par personne, qui soit à la charge du salarié quand il tombe malade. Voilà, il n'est pas indemnisé par personne. Et évidemment, cet arbitrage est très délicat du point de vue de Bercy. Est-ce que c'est les employeurs? Est-ce qu'on demande un effort aux employeurs pour les obliger d'ailleurs à améliorer leurs conditions de travail et à essayer de travailler sur l'organisation du travail et sur les arrêts maladie? Ou est-ce qu'on fait payer la facture euh, aux salariés, sachant qu'on leur a déjà augmenté les franchises médicales, elles vont augmenter là cette année. Marc, ces propos très critiques envers la crédibilité de la stratégie budgétaire de la France. Malgré ces critiques, Fitch devrait maintenir la note de crédit de la France le 26 avril. Est-ce que ce n'est pas paradoxal? Sachant que Fitch nous avait déjà dégradé l'an dernier. C'est ça, c'est que Fitch nous avait déjà dégradé l'an dernier, donc là elle dit bon c'est pas très crédible, mais sauf si la dette française augmente encore beaucoup, moi je considère que je suis déjà au bon niveau de notation
ce qui prouve bien que voilà, tout d'un coup, il va pas y avoir des dégradations en chaîne massives, etc. Mais la perte de crédibilité, c'est sur le temps long. Et Fitch dit, nous redégraderons la note de la France uniquement si l'endettement augmente encore. Donc voilà, c'est bien pour ça que le gouvernement dit, pour l'instant, il n'y a pas péril en la demeure, mais il faut stabiliser la dette publique. Et pour stabiliser la dette publique, on peut estimer que c'est autour de 3%, même si c'est un peu lié aux règles européennes, etc. Il y a un côté symbolique à ce chiffre de 3%, mais il se trouve que c'est autour de ce chiffre qu'on arrive à stabiliser la dette publique. Donc c'est après la crise du Covid, après la crise de l'inflation, où on a fait du quoi qu'il en coûte, et ben maintenant, il faut essayer de stabiliser la dette à ce niveau à peu près pour être prêt pour la prochaine crise. Et voilà pourquoi le gouvernement s'accroche à son objectif. En off, il y a plein de responsables politiques de la majorité qui vous expliquent que bah, ça sera extrêmement dur, qu'ils s'accrochent à cet objectif parce que ça donne un objectif au gouvernement et que ça permet donc de justifier des mesures qui permettent de tailler dans les dépenses ou d'augmenter un petit peu certains impôts, et donc que c'est important de l'avoir, mais que très probablement en 2027 on n'y sera pas. Ouais. Ce choix de Fitch de probablement laisser inchangée la note de crédit de la France, est-ce que ça préjuge ou pas de ce que feront Moody's et Standard Poor's en avril et en mai? Ou rien à voir? Non, parce qu'ils en sont pas exactement au même niveau de notation, je crois. Bon, Standard Poor's a une perspective négative sur sa note. Donc là, Standard Poor's, on peut penser que, vu la situation, ils pourraient décider, eux, de dégrader la note de la France. Après, est-ce que la note, comme ça, la dégradation de la note de la France va se traduire par un sursaut du coût de financement de C'est la ça dette ma question, française? pardon, vous avez raison Marc. Pour moi, c'est ça le sujet. C'est à supposer que, pardon, on se place dans le pire des scénarios, mais si Standard pour le 31 mai, si Moody's, deux grosses agences de notation américaines, nous dégradent finalement la note de crédit de la France, est-ce que on se dit, voilà, on risque une tempête sur les marchés qui exigerait des taux d'intérêt plus élevés pour financer le déficit public français, ou est-ce que ça pourrait n'avoir finalement que pas ou peu d'effet? Bah, c'est très difficile à dire, mais a priori, je suis plutôt dans le camp de ceux qui pensent que ça n'aura pas ou peu d'effet, mais pas dans le sens où ce n'est pas grave, hein. C'est ou dans le sens où c'est déjà dans les prix de marché, qu'il y a beaucoup de demandes pour une dette publique qui apporte un certain rendement, mais qui est à la fois assez sûr. Et puis, la France peut bénéficier du bouclier de la zone euro. Le problème, c'est la divergence de trajectoire de dette dans la zone euro entre deux groupes d'États, ce qui, à long terme, pose un problème de pérennité de la zone euro et d'acceptation par d'autres pays qui jouent le rôle de paravent de financer les largesses que s'accordent certains États. Et la note de crédit, c'est un sorte d'actif qu'il faut maintenir. Et si plus cette note se dégrade et plus on va emprunter cher, pas forcément à court terme, mais les investisseurs vont progressivement reléguer la France dans les pays qui ne sont plus les pays les plus riches, avancés, dont on est sûr qu'ils vont rembourser leurs dettes. Et donc, à long terme, c'est un problème. Et comme à chaque crise, on a un effet cliquet, c'est-à-dire qu'on passe un cap dans les dépenses publiques, on passe souvent un cap dans les prélèvements obligatoires, mais pas autant, et qu'on creuse le déficit et la dette, bah, un jour, on ne sait pas quand, personne n'est capable de dire vraiment sur des critères objectifs quand, mais un jour, ça va nuire à notre crédibilité. Et on sait que sur les marchés, ça peut aller très vite. D'un coup, rappelez-vous de la première ministre au Royaume-Uni qui avait décidé de baisse d'impôts jugées inégalitaires et inconsidérées par rapport aux recettes que peut dégager l'Angleterre. Bah, cette première ministre a été, Truss a été obligé de démissionner, et voilà, le Royaume-Uni a subi une hausse de son coût de crédit. Donc, c'est pas parce que dans quelques mois, ça ne va pas forcément bouger qu'il faudra dire bah, tout va bien, on peut continuer une nouvelle étape d'augmentation de la dette. Surtout que notre dette est détenue par des investisseurs internationaux Majoritairement. majoritairement, ce qui est une différence avec d'autres pays, parce que la métrique de l'endettement en pourcentage du PIB, bah, on voit bien qu'il y a des pays qui ont des niveaux de dette beaucoup plus élevés que ceux de la France, mais il faut regarder au cas par cas. Et par exemple, le Japon, c'est pas un bon critère de comparaison, puisque
les Japonais détiennent beaucoup de dettes publiques de leur État, et donc ce n'est pas le cas de la France. Et voilà, la France perd en crédibilité en Europe à chaque fois qu'elle laisse filer ses comptes. On n'a pas le dollar, donc on n'est pas les États-Unis, on n'est pas le Japon, et en plus on a un problème d'efficacité de la dépense publique. On est quand même le pays qui dépense le plus. Et donc, si on n'est pas capable d'améliorer les services publics avec le niveau de dépenses qu'on met, bah là, c'est un signal d'alerte pour les agences de notation, pour les investisseurs, etc. Allez, merci beaucoup. Explication signée Marc Vigneault, journaliste à l'Opinion. Merci Marc, salut. Merci David.